Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live au petit mood de Noël. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un sapin qui m'est arrivé de je ne sais trop où. Mais en tout cas, ça crée un petit mood de Noël. Je l'aurai pas à tous les lives, je pense que je vais le ramener à la maison. Mais c'est vrai que j'en avais pas non plus dans mon bureau et je sais pas, je me tâte encore. Déjà, on a un Bitcoin qui quitte les 16 500 $ pour aller taper les 17 000. Autant vous dire que ça fait du bien. Ça veut rien dire. C'est à peine un petit peu d'oxygène. Après la petite montagne qu'on vient de se descendre, autant vous dire que ça permet juste de sourire le lundi matin quand on se réveille et qu'on voit que Bitcoin a pris quelques centaines de dollars. Mais en attendant, ça reste quand même plus intéressant que si on était descendu en dessous des 16 500. Pareil, un Ether qui lui a pris pas mal de vigueur. 1300. Autant vous dire qu'Ether est plutôt résilient quand même. Ether, il a 30% de plus qu'au mois de juin 2022, principalement dû à la limitation de supply, c'est-à-dire la réduction de nouveaux Ethers, et donc la préservation de la rareté de ceux qui sont en circulation, depuis la mise à jour The Merge qu'on a eu sur Ether il y a de ça quelques mois. L'Union Européenne a fait quelques annonces. Ils ont repris du coup une documentation dans laquelle ils parlaient de leur analyse du Bitcoin, et ils faisaient une communication au reste de l'Union Européenne, et à qui veut bien l'entendre et le lire. Première chose, ils mentionnent évidemment la chute de Bitcoin, de 67 000 à 17 000 $, et explique que Bitcoin est sur le point de donner et de rendre son dernier souffle avant de perdre définitivement de sa pertinence. J'entends ça tout le temps, mais ça c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'entendre en 2022, il faut le faire quand même. Ensuite, rarement utilisé pour des transactions car lent et très cher. Mes chers amis, essayez de faire un virement un dimanche après-midi avec une banque traditionnelle quand vous essayez d'envoyer de l'argent d'un pays à un autre. Encore pire, quand ce pays n'est pas dans la zone européenne que vous connaissez si bien. Pas de cash flow, d'accord, pas de valeur intrinsèque pour la société. Bitcoin n'a pas de valeur pour la société. Eh bien oui, c'est utilisé uniquement pour faire du poker en ligne. En fait, ce qui me tue, c'est que c'est faux, c'est un fait, c'est factuel. Aucune utilité, les mecs qui disent ça. Et surtout, ce n'est pas un actif très intéressant parce qu'il ne verse pas de dividendes. Mes amis, quand on avait un actif qui est passé de 1 $ à presque 67 000 $ en une dizaine d'années, on n'attend pas les dividendes. Autant vous dire que si votre phrase veut dire « Pour les spéculateurs et les investisseurs, Bitcoin n'est pas une valeur intéressante, expliquez-moi comment je suis devenu millionnaire alors que j'avais pas passé les 20 ans. » Alors évidemment, il y a des risques, évidemment, on ne peut pas gagner de l'argent rapidement si on ne peut pas en perdre rapidement, mais carrément écrire de Bitcoin que c'est une aberration même pour les investisseurs et pour ceux qui cherchent de la volatilité et de l'investissement, réveillez-vous. Régulation interprétée comme une approbation. Totalement qu'elle est interprétée comme une approbation, la régulation. C'était interdit, c'est maintenant devenu autorisé avec un cadre. Il y a un régime qui permet aux sociétés de devenir des prestataires de services d'actifs numériques qui vont devenir des CASP au niveau de l'Union Européenne et qui vont permettre de proposer ces solutions financières à tous les Européens. Et l'Union Européenne dit elle-même, on a créé un cadre qu'aucun pays dans le monde a fait, c'est une innovation d'un point de vue de la réglementation. Et vous sortez un petit bout de papier pour dire non mais en fait le truc est inutile, tellement inutile qu'on est en train de créer des lois dessus et qu'on a réussi à uniformiser la régulation pour l'intégralité des pays européens. Et évidemment, ça parle de pollution et ça parle de risque réputationnel pour les banques qui avanceraient dans ce domaine. Évidemment, c'est tellement un risque réputationnel que le nombre de banques qui adoptent Bitcoin explose. Ça ressemble à non pas à un message stupide de quelqu'un qui a rien compris et qui roule sur la tête, ça ressemble en réalité plus sérieusement à un discours de Christine Lagarde qui vous dit « Bitcoin n'est pas une monnaie ». On sait très bien que sur les fonctions de la monnaie d'Aristote, on pourrait lui montrer par A plus B qu'elle a tort, mais en réalité, c'est une confrontation de valeurs et une confrontation de positionnement. En attendant, ça semble, dans le discours de l'Union Européenne, être le discours que l'on a envie d'entendre et le discours que l'Union Européenne a envie de positionner. En mode, voilà, ne vous inquiétez pas, amis des quatre coins du monde, la régulation n'est pas une approbation et surtout, Bitcoin va bientôt mourir. Un hacker créé 6 quadrillon de ABNBC sur Encore. En gros, pour faire simple, Encore est un module qui permet en gros de wrapper des BNB et donc le ABNB, donc le Encore BNB a été hacké, le contrat, ce qui a permis aux hackers de créer des millions et des millions de faux BNB sur ce contrat-là. Évidemment, on ne peut pas créer 6 quadrillons de tokens. Évidemment, il n'a pu en sortir que 4,5 millions de dollars et pas 45 milliards comme il aurait pu, puisqu'il y avait des problèmes de liquidité, mais ça a suffi à faire effondrer la valeur du token. Tout
de suite, Anchor a communiqué en expliquant que les Anchor tokens de stacking ne sont pas à risque et que pour l'instant, ce n'était que ce token-là qui était touché. La plateforme Telegram que vous connaissez très bien a annoncé, notamment son CEO après l'affaire FTX, qu'elle devait elle aussi participer et en plus d'avoir lancé son token sur la blockchain Ton qui permet de réserver certains arrobases sur Telegram, il faut également savoir que la plateforme va bientôt lancer son échange décentralisé qui permettra aux utilisateurs de swap directement depuis Telegram, mais également, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs je me demande si un jour ils vireront pas en discussion directement on-chain. En attendant, il y aura un wallet décentralisé et des swaps directement. C'est quelque chose de costaud parce que c'est pas n'importe qui, c'est Telegram, c'est très utilisé par la communauté crypto et c'est énorme d'un point de vue utilisateur. Je sais pas si on a un montant. Bref, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose de relativement gros. Les institutionnels toujours confiants dans la crypto-monnaie à long terme, selon Coinbase, ils ont fait une étude et on s'est rendu compte que les institutions n'ont pas perdu tant confiance que ça. La réalité, et je vous le dis, il y a eu quelques ralentissements, il y a quelques gens qui ont paniqué, mais ce qu'on se rend compte principalement, c'est qu'il y a surtout beaucoup d'institutionnels qui veulent investir dans les cryptos et qui avant trouvaient ça trop cher. Maintenant, avec un Bitcoin à 16 500, le point d'entrée est bien plus intéressant, surtout qu'on garde souvent un petit peu de liquidité pour racheter si ça descend encore plus bas. Bref, l'étude a ainsi été réalisée durant cet hiver crypto, mais avant l'effondrement de FTX. En outre, les investisseurs institutionnels qui ont participé à cette enquête pèseraient environ 2600 milliards. Les résultats de l'étude ont révélé que 62% des participants ont investi dans les crypto-monnaies et auraient augmenté leur allocation de cette classe d'actifs durant les 12 derniers mois. 12% les auraient diminués. Enfin bref, avant FTX, et ça, j'aimerais bien voir si c'est après FTX. Quel impact a eu FTX en attendant les résultats? D'accord, donc il va y avoir encore une nouvelle étude pour voir si ça a changé. Plutôt intéressant. La plus grande banque de Russie lance sa blockchain EVM compatible, bientôt accessible. En attendant, alors j'en ai parlé également sur BFM, mais ouais, il y a également un gros regain d'intérêt, bon déjà pour la plus grosse banque qui lance sa blockchain. EVM compatible, donc c'est au format Ether, hein, pour vous dire, en tout cas au format d'adresse, mais il y a également, sachant que Sberbank, c'est détenu à 51% par l'État russe, hein, donc quand ils le font, c'est très clairement la Russie qui se positionne. Mais il y a également le minage de crypto-monnaies qui explose en Russie. Pourquoi? 1. Comme Bitcoin est moins cher, c'est plus accessible. 2. Comme Bitcoin est moins cher, il y a moins de gens qui minent, donc il y a plus de gens qui débranchent leur machine, qui se mettent à le vendre, et donc naturellement, qui sont dans une position où c'est plus facile d'acheter des mineurs, et donc les gens achètent des mineurs moins chers, et en plus de ça, l'électricité est pas chère en Russie, et autant vous dire que climatiser ne coûte pas très cher, déjà parce que l'électricité est pas chère, mais surtout parce qu'il suffit d'ouvrir la fenêtre. Enfin bref, la Russie déclare son amour pour les crypto-monnaies en ce moment. Stripe, le géant du paiement, c'était l'un de nos premiers partenaires en tout cas avec Just Mining. On est toujours avec eux sur Just Mining, sur Descoin, je les recommande fortement. Ils avancent énormément dans ce domaine-là, ce sont des gens qui ont bien compris les enjeux. Bref, en tout cas ils avancent et maintenant ils font une fiat to crypto pour tout simplement changer des cryptos en fiat. Hein. Et autant vous dire qu'ils vont driver de très très gros volumes parce que ce sont des monstres. Pardon? D'accord, donc ils proposent le fiat on-ramp, mais il y a plein de sociétés onboardées qui proposent leur propre cours. Argent, très connu, mais c'est mon poteau ça, c'est le Parisien, c'est eux. Cool, c'est des Français les gars, c'est des Français. C'est ceux que j'en avais parlé il y a très longtemps, à l'époque ils faisaient du monitoring de wallet. Donc petite salutation à eux, félicitations pour cette collab, vous avez été intégrés sur le mouvement de Stripe et je trouve ça génial, bravo les gars. Bon bref, pour faire simple, vous savez très bien que tout ce qui passe par l'Apple Store, Apple demande 30% des fees sur tous les NFT de toutes les applications dans l'Apple Store. En l'occurrence, Apple a bloqué le portefeuille de Coinbase parce qu'ils estiment vouloir 30% des frais on-chain. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle pas des NFT là, on parle du fait que quand un utilisateur veut faire une transaction, il doit payer des frais, mais c'est les frais de la blockchain, d'accord? Eh bien, Coinbase dit, nous, on veut 30% de ces frais. C'est pas possible. Si vous prenez 30% des frais, il n'y a plus assez de frais pour faire la transaction. Donc, il faudrait que Coinbase demande aux gens de payer 130% des frais de transaction pour vous permettre de faire... Enfin, bref. C'est dommage, parce que c'est Apple quand même, ils auraient pu faire leur devoir avant de demander une connerie pareille.